Et on va commencer par ça peut-être. On va commencer par ça, donc c'est Hervé qui ouvre le banc et qui nous dit ce qui l'a fait frissonner, ce qui l'a ému pendant cette année 2024. Oui, quelques chiffres et nos chouchous de 2024. Alors les chiffres que je vais donner sont encore provisoires, parce que les bilans finaux sont pas encore faits par différents organismes, mais à une semaine près, ça devrait pas trop bouger. Environ 700 nouveaux films sont sortis sur les écrans français cette année, dont à peu près 300 de production nationale. Tu en as vu combien ? J'en ai vu 310. Alors, à noter, énormément de films étrangers ont une participation française pour leur financement via le CNC par exemple ou d'autres dispositifs. Pour ce qui est du nombre d'entrées, ce sera un peu équivalent à 2023. On ne revient pas tout à fait à la période pré-Covid avec une prévision d'à peu près 180 millions de tickets vendus. Alors après petit calcul, ça nous donne une moyenne de combien par film ? Environ 260 000 spectateurs par film. Ce qui veut dire pas grand-chose, évidemment, sachant que certains ne sortant que dans une seule salle parisienne font 1000 entrées à tout casser, alors que d'autres dépassent les 5 millions. Un autre chiffre intéressant, 44%, c'est environ la part de marché du cinéma hexagonal, qui s'est jamais si bien défendu depuis longtemps, devant les films américains. Il faut revenir aux années 70-80. Oui, si loin que ça, où le cinéma français était, en termes d'entrée, plus important que le cinéma américain. Américain, 39%. Alors, c'est un des points forts de notre exception culturelle, bien sûr. Alors, il reste des miettes aux cinématographies d'autres pays, principalement européennes, avec 6%. 17 ou 18 films dépassent les 2 millions de spectateurs au moment où je parle. Et dans le classement des 10 premiers, celui qui mène le bal est le seul au-dessus de 10 millions d'entrées. C'est bien sûr le phénomène Un petit truc en plus qui a pris tout le monde par surprise en fait. Moi j'ai plutôt bien marché à cette comédie et mon camarade Patrick un peu moins d'après ce qu'il m'a dit. Oui, moi je suis resté un petit peu étonné par ce film. J'ai rien trouvé de très... T'as pas rigolé ? Non. Bon. Alors, à côté des films américains qui sont des suites ou des franchises faisant carton plein, Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant 4, le tout récent Disney Vaiana 2, dans le genre animation, ou encore Dune 2, Deadpool et Wolverine, Gladiator 2, La planète des singes 25. À côté de ces blockbusters-là... T'as oublié La maison de retraite 2. Mais je sais pas s'ils sont, il est pas dans le top 10 celui-là. Non. Donc à côté de ces blockbusters là donc et même au-dessus on trouve notre fameux Edmond Dantès, Comte de Monte Cristo et Gilles Lelouch et son amour ouf respectivement en 2e et 5e position. Cocorico, justement, le Cocorico avec Clavier et Bourdon, il n'est pas dans le top 10. Moi j'ai pas vu, je crois, tu l'as vu non ? Je l'ai vu, il n'y a rien de déshonorant, mais il n'y a rien de drôle. Il affiche quand même près de 2 millions de spectateurs, juste derrière Monsieur Aznavour et Bob Marley dans le classement. Les biopics marchent plutôt bien, et je prends le pari que celui de Sarah Bernard, dont on va parler tout à l'heure, va très bien marcher aussi. Alors, entre 500 000 et 2 millions de spectateurs, on compte une cinquantaine de longs métrages, parmi lesquels de bonnes surprises qu'on a en général défendues ici et qui se retrouveront peut-être dans notre top movies qui va suivre. On verra. Alors, par exemple, par ordre décroissant, le dernier Eastwood, juré numéro 2, Une vie avec Anthony Hopkins, tiens, un autre biopic, En fanfare, Emilia Pérez, La zone d'intérêt, Le fil de et avec Daniel Auteuil, Lausanne quand vient l'automne, L'italien, il reste encore demain, Civil War, The Substance, Les graines du figuier sauvage ou l'histoire de Suleiman. Concernant ces deux derniers, moi je trouve ça épatant, arriver à 500 000 spectateurs avec ces films. Même remarque pour le dessin animé Flow qui tutoie les 500 000 entrées et les trois que je viens de citer sont encore à l'affiche en plus. Alors maintenant, on peut passer peut-être à nos préférés de l'année. Je vais te demander des titres. Je connais pas ta liste de 10, mais je me doute qu'on aura des titres communs. Je te dis quand même 2 ou 3 choses pour ma liste à moi. Un Italien, un Iranien, un British, un Américain, un Letton
et 5 français. Pas chauvin du c'est tout le dis mec. donc, c'est pas mal cette année. 5 films français. Par genre, les drames, moi, ça l'emporte largement. 4 drames politico-sociaux, un drame romantique, un film de science-fiction, drame aussi, une tragédie musicale, un film de guerre qui n'est donc pas une comédie, un film d'animation et un documentaire. Donc aucun film, moi, qui font rire. Alors c'est quoi ton florilège ciné 2024, Patrick ? Il y a de fortes chances, oui, qu'on ait quand même pas mal de films en commun. Je les coche dans ma liste. Ouais. Bon, il est vrai que tu vois beaucoup plus de films que moi, puisque je suis plus sérieux, c'est pour ça. Tu passes ta vie dans les cinémas. Enfin, en tout cas, sur les 1000 films qui sortent par an, tu n'en vois pas plus de 300 quand même. Non. Donc, il faut quand même relativiser les choses. Et moi, je dois être un modeste 130 films. Et sur ces 130 films, j'ai eu un petit peu de difficulté à n'en sortir qu'une dizaine. Alors, j'ai pas fait cette analyse que tu as pu faire. Des stats, ouais. C'est vraiment des statistiques, et vous avez de la chance parce que moi, en plus, il m'a fait un PowerPoint. Il m'a fait avec de très belles animations. Alors, moi, il y a par exemple un film qui était sorti en début d'année 2024 qui m'avait beaucoup plu, qui venait de Mongolie. C'était Si seulement je pouvais hiberner. Ouais. Ça a été pour moi une très belle surprise. Alors dans les films aussi dramatiques, l'as-tu coché celui-là? Non, j'ai pas coché, ouais. mais je veux dire le genre de cinéma des paysans. On va à Oulan-Bator. Alors des paysans, qui est pas des agriculteurs, qui dépaysent. Ouais. Alors il y a un autre film aussi qui n'a pas forcément eu une grande audience, c'est La mère de tous les mensonges, qui pour moi était un documentaire sur les événements tunisiens où, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir des images, des photos, ce sont des reconstitutions avec des marionnettes qui servent à ce que les protagonistes de ces événements puissent évoquer ces moments. Un film donc très intelligemment fait d'un point de vue purement formel et avec un fond qui avait beaucoup de sens. Donc ça c'est un deuxième film que j'ai La mère de tous les mensonges. La mère par deux spectateurs dont toi. Oui, la mère de moi, je l'ai pas vu. La mère de tous les mensonges. Alors un film qui est sorti qu'en 2024, mais qu'on avait vu en 2023 aussi, qui m'avait beaucoup touché, c'est Inch'Allah, un fils. Là aussi sur le patriarcat iranien. Dans toute sa splendeur, mais dans toute son horreur. Un film. Alors là, je viens en Europe, et c'est rare qu'on ait des films germaniques qui arrivent chez nous. Un film aussi assez glaçant et qui m'avait assez surpris. Laisse-moi deviner. Oui. La cour d'école, non, la classe. Presque ça. La salle des profs. Voilà, on est au jeu des 1000 francs, donc c'était une question blanche qui vient de la salle rompre. Des profs. La salle des profs. Ah, dis-moi, attends, on a cité 4, là, c'est des trucs pointus, pour l'instant. C'est pour le moment, je fais exprès un petit peu de parler des films dont on va certainement moins parler. Il y en a un qui sort, mais là, il va sortir au mois de décembre, il sort la semaine prochaine, c'est The Wall, mais je pense que celui-là, j'en reparlerai. Tu triches, là, parce qu'il n'est pas sorti. J'en reparlerai en janvier. Et puis, il y a forcément les films qui ont eu du succès, tu les as cités, et qui pour moi méritent d'avoir ce succès. Il y a le grand film, le grand film, non pas de KPDP, mais le film d'aventure d'après l'œuvre du père Dumas, c'est Le Comte de Monte-Cristo, que j'ai trouvé un film très bien foutu. Et surtout, ce qui m'a intéressé dans le film, c'est le côté assez sombre quand même, le côté du héros qui n'est pas si bien, son âme n'est pas si belle que ça, puisqu'il est quand même animé forcément par la vengeance. J'ai trouvé ce film assez intéressant. Alors, je fais exprès pour remonter à la fin et terminer par ceux qui m'ont le plus ému. Il y en a qui m'ont amusé. Tu parlais qu'il n'y avait pas de film comique. Il y a La Roy quand même, que je trouvais qui était un film assez drôle. Et
film qui marche bien et qui a été présenté à Cannes, où ça a été la comédie, la bouffée d'air pur, le film, comme on l'a dit l'autre fois, qui sentait bon la bouse fraîche, c'est Vingt Dieu. Alors, celui-là aussi, je n'oublie pas de le nommer. Alors juste, tu en es à 7, j'en ai aucun de commun avec toi pour l'instant. Bon, alors, il y en a un que tu vas peut-être avoir de commun, de celui qui, à chaque fois, renouvelle complètement son genre et qui nous a jamais fait deux films identiques. Là, il a été vers la comédie musicale, c'est Jacques Audiard pour Emilia Pérez. Tu l'as, celui-là? Oui, ticket français pour les Oscars, hein, et nominé dans tout plein de catégories. Alors aussi dans la comédie, enfin de la comédie, la mélo-comédie, le mélodrame, mais néanmoins assez jouissif quand même. Il est sorti il y a peu de temps et il marche très bien et tant mieux. C'est en fanfare. Moi c'est un des films que d'ailleurs je l'ai vu 2 fois. Ce qui est quand je vais voir un film une deuxième fois, il y a de fortes chances que ce film m'ait plu. Et donc je dois être rendu à 8 il en manque peut-être 2. Eh bien j'ai Les Fantômes qui est pour moi le film que j'avais pu voir à Cannes dans la section Un certain regard, qui était un film que j'avais trouvé là aussi assez glaçant, mais avec une approche très intelligente pour ce film français sur le drame syrien de cette recherche des tortionnaires syriens. Donc c'est Fantôme. Tendu, sensoriel, elliptique, un premier long métrage, coup de maître. Hein. Je l'ai aussi. Ah, tu l'as aussi. Et puis, je serais fortement étonné que tu n'aies pas ce film iranien dont tout le monde a pu parler et à juste raison. Un film, alors, avec une portée politique très importante, mais qui, avant tout, est un vrai film de cinéma, un vrai thriller. Il s'agit bien évidemment des Graines du figuier sauvage, qui pour moi est le film de 2024. De l'exilé iranien Mohammad Rasoulov. Son film est également aux Oscars sous bannière allemande. Donc on en a combien de communs? 3 finalement. Oh, finalement, oui. Vois. Alors j'y rajoute de mon côté l'histoire de Suleiman, portrait d'un jeune migrant africain à Paris sur 3 journées, filmé en apnée. C'est du cinéaste venant du documentaire Boris Lochkin, et ça se sent que ça vient du documentaire. Mais oui, alors si je l'ai pas mis dans ma liste, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Mais je pense que, vu ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu entendre, je pense qu'il y a de fortes chances que lui aussi apparaisse dans la liste de mes meilleurs films de 2024, mais il me reste encore une dizaine de jours. Ouais, Flow, le film d'animation de l'année, pour moi, hein. Sans humain, sans parole, mais rempli de tellement d'autres choses et bijoux esthétiques. L'homme derrière ça nous vient de Lettonie, il s'appelle Gins Zilbalodis et j'ai vu quelque part que le film a été pas mal fait également en France. Je mets The Substance, science-fiction gore, jusqu'au boutiste et truffé de références d'une jeune réalisatrice française, Coralie Farja, prix du scénario à Cannes et qui a marché plutôt bien dans les salles. Ah, c'est sûr, il arrête pas de nous parler de ce film, de The Substance. Moi qui suis un petit peu allergique à ce genre. Je t'avais déconseillé. Donc, comme tu me l'as déconseillé, peut-être que tu me l'as déconseillé à tort et qu'il faudrait que j'aille le voir. Ça va être difficile parce que en tout cas sur la région bordelaise, il ne passe plus que sur 2 salles, le Mégarama et l'UGC, et uniquement en soirée. Alors Civil War, dystopie politique et guerrière sur la société américaine actuelle, choc et pas chic du tout. Alors il y en a un, je suis étonné que tu l'aies pas choisi. Peut-être tu l'as oublié, Sans jamais nous connaître. Oui, alors il était dans la shortlist. Il était shortlisté. Il était shortlisté parce que celui-là, avec, je le rappelle, avec un film annonce complètement idiot qui nous faisait penser que ça allait être un love film, story gay, une love story gay, ce qui n'est absolument pas le cas, mais qui est plutôt le rapport entre un fils et ses parents. Et c'était un film que j'avais trouvé formidable. Si vous le voyez, si vous l'avez pas vu, préparez vos mouchoirs pour cette belle histoire d'amour et de dépression venue d'Angleterre. Moi, capitaine de Paolo Sorrentino. Ah si, le chemin de croix d'un jeune Sénégalais tentant de rejoindre l'Europe. Moi, je l'ai choisi au tout dernier moment parce que je le croyais sorti en 2023, mais il est sorti
sorti au tout début janvier 2024. On peut le voir comme un préquel de l'histoire de Suleiman. Et enfin, je voulais absolument mettre un documentaire, parce que durant toute l'année, on a eu quand même des documentaires de bonne qualité. J'ai mis Averroès et Rosa Parks, documentaire de Nicolas Philibert, sur un service de psychiatrie parisien, la suite de Sur l'Adamante, c'est bouleversant d'humanité. Voilà, donc tu vois, on n'en a pas tant que ça en commun finalement. Bah non, et puis je repense en regardant, tu vois, je regarde la liste là en direct. Il y avait aussi Green Border qui était un film qui était assez de la fort. polonaise Agnieszka Holland. Oui. Alors, parmi nos choix, beaucoup seront repris en début d'année 2025. Alors, par exemple, au Jean Eustache de Pessac, dont je rappelle que Movies est un des partenaires médias. Ça s'appelle Best of 2004 du 8 au 14 janvier. Voir leur programmation avec le lien qui vous y renvoie dans notre podcast. Mais attention, chacun des films passera 2 ou 3 fois dans la semaine, faut bien regarder. Il y aura, je pense, un festival Télérama dans les salles indépendantes et le réseau UGC proposera sans doute le sien aussi, mais je ne connais pas encore les heureux élus ni les dates. Et si je te demandais ta plus grosse daube? Oh là là, je me demande si c'est pas le film de l'Iranienne là, Paris, je sais plus quoi, comment celle qui a fait, oh là là, c'est tellement, j'ai trouvé ça tellement idiot. Marjane Satrapi. Paris Paradis, j'ai trouvé ça très mauvais, et je rajouterais presque La Petite Vadrouille qui était très mauvais aussi. Alors moi, puisque je t'ai demandé ta plus grosse daube, je pense que tu allais demander aussi quelle était la mienne. Alors pour moi, la plus grosse daube reste bien Un coup de dé, qui est vraiment le film français comme on faisait dans les années 70-80 et avec Guillaume Canet. Attal. Et Attal, c'est monstrueusement mauvais. Ouais. Voilà. Alors donc c'était notre bilan. Dans le genre, le Syntex également qui vient de passer. Alors, bonne nouvelle, le Syntex fait un four complet. Alors que je me disais, ça va attirer du monde. Non, ça attire personne. Alors, si vous avez loupé certains films de l'année, ce sera le moment, début janvier. Plus on rappelle que nos chroniques sont toujours rangées bien au chaud, accessibles via toutes les plateformes. Alors, on peut quand même rajouter quelque chose, Patrick. Top succès de nos podcasts, on peut le dire quand même. Curieusement, Ni chaîne ni maître sur l'esclavage dans l'île Maurice au XVIIIe siècle explose notre compteur. Je dis curieusement parce que on l'a défendu, d'accord, mais avec pas mal de réserves. Et on peut remarquer d'ailleurs que dans nos podcasts, il y a aussi certains films qui ont pas du tout eu beaucoup de succès et qui, dans nos podcasts, ont du succès. Typiquement, La mère de tous les mensonges fait partie du top 10 des plus belles écoutes de nos podcasts. J'ai une rubrique acteurs-actrices français de 2024. J'ai décidé, de distinguer les acteurs et actrices suivants pour leur bon et loyal travail au service du cinéma français. Ça va leur faire plaisir. Chacune recevra une médaille Movies en chocolat au lait. Alors, au rayon féminin, figure-toi que j'ai hésité entre Avier Herzi, Camille Cotin et Agnès Jaoui. Je prends les 2 premières. Avier Herzi. Je prends la 3e. Avier Herzi, découverte dans La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche en 2007, pour 3 films, et même 4, si on compte Le Ravissement, parce que Le Ravissement est sorti en 2023, mais à la fin de l'année, il a donc eu une carrière aussi en 2024. Elle est superbe dans le drame carcéral corse Borgo, elle a tenu tête 2 fois à Isobel Huppert avec brio dans Les gens d'à côté d'André Téchiné, et La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazui. On aimerait bien quand même qu'elle change un peu de type de rôle. Pourquoi pas une comédie pour Avier Herzi. Camille Cotin, impossible de l'avoir loupé cette année, avec au moins 5 films à l'affiche. Moi perso, je l'ai découvert dans la série 10%, mais elle était connasse avant. Madame Connasse. Oui, Madame Connasse, princesse des cœurs, sketch et film, mais j'ai pas vu. Actrice qui a beaucoup de cordes à son arc. Moi, je l'ai trouvée très juste et en humanitaire dans Quelques jours pas plus, aux côtés de Benjamin Biolay. Dans Ni chaîne ni maître, elle est impressionnante en Madame la Victoire, chasseuse d'esclaves fugitifs. Petit rôle dans l'Empire de Bruno Dumont.
Elle sauve un peu la comédie L'Art d'être heureux aux côtés de Benoît Poulverde en galeriste d'art contemporain bien barré. On voit bien que tu vas pas souvent, t'arrives même pas à prononcer le nom. Et elle enfin très émouvante récemment dans Trois amis d'Emmanuel Mouret. Je pense qu'on la verra beaucoup aussi en 2025 avec également une carrière internationale qu'elle a déjà d'ailleurs entamée. Toi tu voulais parler d'Agnès Jaoui peut-être? Agnès Jaoui, dans la vie de ma mère et qu'est-ce qu'elle a ma gueule, je sais. Ma vie, ma gueule. Ma vie, ma gueule, je l'ai trouvée assez grandiose. Et je dirais aussi quand même que 2024 a été l'année où on a beaucoup moins vu Laure Calamy. Et c'est pas vrai, on l'a vu beaucoup. En tout cas, moi j'ai évité ces. En ce moment, on va. Oui, elle revient. Ouais. Bon. Alors, attends, tiens, avant que tu parles des garçons, moi, pendant que je l'ai encore à l'esprit, parce que là, j'avais pas du tout préparé. Là, là, il me fait le truc, il me le fait comme ça pour montrer que lui, il sait faire, et que moi, je vais me planter. Alors, moi, je voulais rajouter que s'il y en a un qui m'a bien étonné cette année, c'est Pierre Lotin, dans 2 films, dans Enfant phare et dans Quand vient l'automne, voilà. Voilà. C'est mon rayon espoir masculin. Et j'allais te dire plus qu'un espoir là. Ah bah quand même. Prolo révolté dans Un homme en fuite, Prolo vénère dans Quand vient l'automne et Prolo musicien sympa dans Au fanfare, donc Pierre Lotin, qui devrait quand même aussi élargir son répertoire lui aussi. On va le revoir bientôt pour la 5e fois en Wilfried Tuche, rôle qu'il a lancé, et il sera du prochain Toledano Nakash en cours de tournage. Quand même, rayon acteur masculin qui confirme, je pioche, D'Artagnan des Trois Mousquetaires, d'accord, sorti fin décembre, donc ça compte aussi pour 2024. Hein. En même temps, Prof de Pas de vague et Loupard violent de L'amour ouf. Vous avez tous trouvé que c'est quelqu'un de très civil. François, le genre énervant aussi, hein, car tout le monde craque sur son charme façon Romain Duris. Hein. Alors maintenant, rayon espoir féminin. J'en ai un aussi. Je jette mon dévolu sur Megan Northam, actrice de la trentaine, que j'ai vue la première fois dans la série Salade grecque de Cédric Clapiche en 2023. Elle est toujours très bien, même dans des films pas forcément très bien. 3 longs métrages cette année. Pendant ce temps sur Terre, drame de science-fiction. Fario, drame rural. Et Rabia, drame... Une merde, hein, Fario. Non. Et Rabia, drame à Raqqa en Syrie, où son personnage rejoint Daesh. Bref, que des rôles dramatiques. Voilà pour nos trophées movies de l'année. Musique maestro.